Un âne qui livrait du bon grain croisa sur son chemin un chien qui dans l'instant aboya après lui. Le brave animal, qui se contentait de porter son fardeau sans rien demander à quiconque, fut surpris de la réaction de cet autre qui lui montrait les dents et lui faisait mauvais accueil. Le portefaix batté ralentit son allure, se demandant s'il n'allait pas faire demi-tour. D'autant plus qu'ainsi, si ce maudit canin venait à lui filer le train, il avait argument frappant derrière ses sabots. Le chien, voyant ainsi la croupe de l'équidé, en vint soudain à réfléchir. Son comportement non seulement lui valait qu'on lui tournât le dos, mais plus encore qu'on le privât de ravitaillement. Il lui fallait présentement mettre un peu d'eau dans son vin, où il se retrouvait le museau dans la Loire. L'âne sentit une inflexion notable dans l'agressivité du mauvais coucheur. Son tourmenteur, quelques instants plus tôt, se faisait soudain bienveillant, semblant faire la fête à qui, justement auparavant, il montrait des dents. Pareil changement de comportement surprenait grandement un animal réputé pour rester longtemps sur ses positions. Il fallait qu'il découvre le pourquoi de la chose avant de prendre une décision. L'âne fit une nouvelle fois face à cet animal belliqueux, le regardant droit dans les yeux en dépit des œillères que son muletier lui avait imposées. Le molosse de perdre contenance. Il y avait dans ce regard toute la mansuétude du monde, la douceur d'une bête qui ne songe jamais à mal. Lui qui tout au contraire avait été dressé pour semer la peur et la crainte autour de lui, se trouvait totalement désarçonné. Il eut la maladresse de l'avouer à son compère. L'âne de rire aux éclats devant pareille confession qui inversait les rôles et manquait de crédibilité. L'animal batté expliqua tout de go au cabot qu'habituellement c'est lui qui porte humain sur son dos quand ce n'est pas fardeau. Quoiqu'à bien y regarder, la nuance est difficile à établir entre ces deux charges. Si l'un des deux avait à se désarçonner, ce ne pouvait être que lui. Le chien jugea la remarque pertinente, ce qui, de la part d'un âne, le laissait circonspect. Fidèle compagnon des humains, le canin ne pouvait que comprendre le monde par le truchement des truismes que lui avaient enseignés ses maîtres. Qu'un âne puisse penser de la sorte le laissait pantois, jusqu'à se croire permis de lui retourner saillie bien sentie. Le chien se posa sur son arrière-train, singeant ainsi les humains, pour donner de l'importance à sa réplique. Levant une patte antérieure pour enfoncer le clou, il s'adressa sentencieusement à ce bourricot qui devait en rabattre. Il ne faisait ainsi qu'imiter en tout point ceux dont il partageait l'existence. Puis, s'étant assuré que nul humain n'était à proximité, il s'adressa à son interlocuteur. Mon brave ami, vous faites là aussi lourde erreur que peut l'être votre livraison. Je suis moi aussi bête de somme, animal domestique certes, mais tout autant pour flatter mes maîtres que pour leur rendre service, tout comme vous. Il est dans cette région tradition de voiture à chien. Mes semblables et moi-même sont souvent mandés pour tirer une carriole, pour menue livraison, et parfois nous nous chargeons de transporter nos chers compagnons, qui n'aiment guère marcher sur leurs membres postérieurs. L'âne n'en croyait pas ses oreilles, qu'il dressa plus encore vers le ciel. Cet animal qui tout d'abord le reçut comme un chien s'adressait à lui de la plus fort hypocrite manière. Il y avait certainement un piège derrière cette façade mielleuse.
Levant les yeux, il découvrit que l'une des portes de la cité fortifiée était parée du blason de la place. Une guêpe y trônait en son centre. Ceci le poussa à la plus extrême prudence. Les guêpes piquent, mais ne font pas de miel. Il devait donc ne pas tenir compte du revirement spectaculaire de ce maudit chien. À la moindre occasion, il s'en prendrait à lui pour peu qu'il cesse de s'en méfier. Ne voyant pas d'autre solution que l'indifférence et la prudence, l'âne se retira de l'endroit, en reculant prudemment tout en gardant à l'œil ce méchant Cerbère. C'est ainsi qu'il retourna chez son meunier de maître pour lui rapporter l'accueil reçu en cette cité où les habitants se mouraient de faim. L'homme n'en fut nullement surpris. Même s'il perdait là l'occasion de rendre service à son prochain, il s'évitait bien des tracas pour parvenir à recevoir le juste paiement de son labeur. Que son âne lui apporte ainsi de l'eau à son moulin à parole, en confirmant la déplorable réputation de la cité voisine, ne faisait que renforcer son plaisir de demeurer en bord des Mauves. La vie continua ainsi paisiblement pour le meunier et son âne. Quant au chien, il finit par se mordre les doigts quand il offrit même réception à une bergère apportant ravitaillement en cette place, qui, décidément, avait souvent des soucis d'approvisionnement. Cette fois, on le fit taire avant qu'il ne provoque la même catastrophe. Il fut cloué au pilori pour s'être montré digne de son maître. La chose, pour injuste qu'elle soit, n'en serait pas moins salutaire si celui-ci avait retenu la leçon et fit à l'avenir bon accueil aux visiteurs sans se soucier de l'état de leur bourse. Mais ceci est une autre histoire. Pour bien comprendre ce récit, né du croisement d'un cabot et d'un âne bâté, il nous faut remonter en 1338. C'est là que se situe l'origine de cette relation un peu compliquée entre les Moques du Noir et les ânes. La ville de Main-sur-Loire est riche de ces moulins qui feront longtemps sa fortune. Elle est prospère et surtout dispose en quantité de cette farine si précieuse pour l'alimentation humaine de l'époque. Les voisins d'Orléans subissent alors les affres de la famine. Leurs amis ligériens s'empressent de se porter à leur secours en organisant un grand convoi muletier avec ce précieux produit. La colonne se lance sur le chemin du bout du monde et se dirige vers la grande cité, cloîtrée derrière ses murailles. À son approche du haut du chemin de ronde, les affamés, fort peu amènes, saluent les sauveteurs d'un terrifiant « Ha ha, voici les ânes de main !» Ce à quoi répondirent habilement les offensés par « À main, des ânes, il en passe, mais il n'en reste pas. » On peut s'interroger à l'écoute de ce récit pour savoir qui des deux a mis le nez dans la farine à l'autre.